Hello. Hop. Ce que je pensais faire, ce qu'on pouvait faire, donc je vais vous faire la petite démo pour apprendre, voilà, en gros la machine à coudre, comment ça fonctionne, quels sont les différents enfilages, enfin plein de choses, et peut-être qu'après on pourra faire un petit question-réponse. Et si vous avez des questions, bien sûr, pendant, hein, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je garde un œil dessus pour vous répondre au mieux et que ce soit le plus utile, en tout cas pour tout le monde. Donc, super. Bon, génial. Si on entend bien, c'est cool. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire ah ben justement, c'est vrai qu'avant de prendre des cours de couture, en général, on achète une machine et on se retrouve un peu confronté au manuel d'utilisation et on se demande justement mais comment on va enfiler cette chose, comment ça marche. Du coup, vous allez voir, on va répondre à toute cette question. Hello tout le monde. Faut-il faire chauffer le fer à repasser ? Pas dans un premier temps. On en aura besoin pour une étape. Moi, je l'ai à côté, mais vous pouvez le faire sans fer à passer. C'est que je vais essayer de vous montrer vraiment la manière orthodoxe pour avoir le meilleur résultat et rester vraiment voilà, le plus carré possible. Mais si vous ne voulez pas le faire chauffer, c'est pas indispensable. Et en tout cas, je pense que ce sera qu'en deuxième partie de cours, une fois qu'on aura vu la machine à coudre. Voilà. On en a besoin en général pour les coutures anglaises. Enfin, moi, je le fais pour les coutures anglaises. Je trouve que c'est plus simple ensuite pour bien épingler son tissu. Voilà. Bah oui, la machine, mais pas savoir s'en servir. Mais je sais que ça arrive... Alors, moi, je vais avoir qu'une machine, forcément. Donc, je vais vous montrer l'enfilage que sur une seule machine. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, quand je vais passer en vue de dessus, c'est à peu près le même enfilage. C'est le même système, donc pas d'inquiétude. Et toutes les machines, généralement, indiquent en fait le chemin du fil sur leur machine. Donc vous allez voir qu'on va y arriver. Ok. Bon, bah, comme on a 1 heure, je vais commencer tout de suite. Parce que ma maman, elle est trop drôle. Petite digression. Elle est chez mes grands-parents. Et du coup, ils suivent le live. C'est trop drôle. Donc je vais passer en vue de dessus pour que vous voyez la machine à coudre et que vous voyez ce que je fais. Là, ce dont on a besoin, donc, c'est la machine à coudre branchée et allumée. Et ensuite, une bobine de fil. Moi, j'ai pris du fil rouge parce que je vais coudre des tissus blancs. Comme ça, vous verrez bien la couture sur le tissu blanc. Voilà. Et vous devez prendre aussi cette petite chose. C'est une canette. Hop. Donc ça, c'est vendu avec votre machine à coudre. Normalement, vous en avez 3 ou 4. Et vous allez voir que c'est indispensable pour faire fonctionner la machine. Alors, je vais parler de ma machine. Effectivement, c'est la machine Pfaff. Donc là, je passe en vue de dessus. Donc, au niveau de la machine, ce qu'il faut savoir... Alors moi, c'est une Pfaff. C'est pas une machine de débutant, donc il y a énormément de points, comme vous pouvez le voir ici. Il y a plusieurs choses. Donc, cette chose-là, c'est là où on va mettre la bobine de fil, en fait. Donc c'est, normalement sur toutes les machines c'est standard, hein. Il y a cette espèce de bitonio et puis on glisse en fait la bobine de fil dedans. Voilà. Et là on va le bloquer, donc on peut le rebaisser. Et là ce qu'on va faire c'est d'abord, dans un premier temps en fait, s'occuper de la canette. Donc la canette c'est ce que je vous montrais. Et en fait c'est ce qui va venir se glisser ici. Parce que dans une machine vous avez un enfilage supérieur, ici, et un enfilage inférieur, parce qu'en fait quand vous allez coudre, il y a un fil qui va passer dessous et dessus. Bon, je vous dis ça, hein, c'est la technique pour que vous visualisiez, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, généralement, sur votre machine à coudre, ce que vous avez, c'est des petites marques. Alors, je vais essayer d'approcher pour que vous voyez bien. Vous voyez, vous avez des petites marques un peu comme gravées, en fait, sur la machine à coudre, avec des petites flèches. Enfin, sur la Pfaff, il y a des petites flèches. Et en fait, ces gravures-là vous montrent le chemin du fil. Donc ça, c'est assez standard. Je sais que sur ma précédente machine, qui était la Brother FS40, il y avait ce chemin aussi qui était gravé sur la machine. Donc je pense que vous allez pouvoir suivre comme ça. Donc ce qu'on fait,
au niveau du sens de la bobine, voilà, pour que vous voyez bien, moi ce que je fais c'est que le fil, il doit venir de là, de ce côté de la machine, et vers moi. Je sais pas si ça a un intérêt, mais je crois bien que si. Et là, je vais le passer ici, dans le premier cran. Tac, donc ici. Là, hop, j'ai un second cran. Et dans un premier temps, pour faire la canette, hein, donc c'est bien dans un premier temps, ici, on va passer donc dans celui-là. Et là, vous voyez, vous avez un petit, un petit dessin qui fait comme s'il fallait encercler ça. Donc tac, j'encercle donc le bitonio, et puis hop, ensuite je continue, et j'arrive, hop, ici, et là, c'est là où je vais mettre ma canette. Et pour insérer la canette, vous avez des petits trous, vous voyez ici, dans la canette, donc vous allez pouvoir, hop, insérer donc le fil dans la canette, hein, vous voyez, ça fait un peu une tyrolienne, on va dire. Et on va mettre donc la canette ici, à ce niveau-là. Et généralement, sur beaucoup de machines, il faut glisser pour que votre machine sache en fait que on passe en enfilage de la canette et pas en mode machine à coudre. Et là, vous avez normalement donc votre bouton qui est le point droit en fait, qui va faire que vous appuyez dessus. Alors je vous montre bien sur ma PFAF, donc c'est le bouton marche avant, hein, ici, tac. Et là, la machine enfile la canette, toute seule. Je vais enfiler un peu parce que comme je vais vous faire des petites démos ensuite pour coudre. Donc on réappuie hein, sur le même bouton pour arrêter sa machine, arrêter l'enfilage. Et là on va couper. Hop, je vais y arriver. Couper à travers le téléphone, c'est pas facile. Donc hop, je me remets là, comme ça vous voyez bien. Tac. Et donc là, j'ai, hop, donc il faut repousser hein, ici de l'autre côté. Et on a notre bobine qui est enfilée. Et c'est là que ça nous amène donc à la présentation, on va dire, de la machine. Vous avez un enfilage supérieur et un enfilage inférieur. Donc si je vous montre par exemple, hop, sur un vêtement, je suis en train de chercher, voilà, sur un vêtement ici, si vous voulez, vous avez un fil qui est dessus et un fil qui est dessous. Donc le fil qui est dessus, ce sera celui-là. Et le fil qui se trouve dessous, ça va être celui qui passe en bas dans l'enfilage inférieur. Donc pour l'enfilage supérieur, on reprend son fil ici. Alors vous voyez, il passe toujours dans le premier enfilage, dans le deuxième. Et c'est là où on va passer à l'enfilage donc supérieur de la machine à coudre. Je vais essayer de hop, tourner un peu hop, pour que vous voyez au mieux. Et là donc, mon fil, hein, vous le voyez normalement il est rouge, donc il passe une première fois ici, il passe une seconde fois ici, là vous avez comme un cran, et il redescend. Ça c'est standard sur toutes les machines. Il y a ce système d'enfilage sur toutes les machines. Ensuite, là où ça va un peu changer, c'est ici. Je sais que par exemple, sur ma Brother, donc la précédente machine, j'enfilais directement la machine, l'aiguille, en prenant par exemple ici une pince à épiler. Donc, tac. Et donc j'enfilais l'aiguille dans le fil pardon, dans l'aiguille. Sur cette machine PFAF, alors ça va être compliqué à voir, mais en fait j'ai un enfil aiguille, donc j'ai un cran ici, j'ai un second cran derrière, et là j'ai ce qu'on appelle l'enfil aiguille, donc ça évite d'utiliser la pince à épiler, et en fait ça va tirer le fil,
Alors là, j'ai loupé forcément. Hop. Et vous voyez ici, la première aiguille est enfilée. Alors, pour la lumière, on va essayer de faire comme ça. Hop. Donc voilà, si je repasse, hein, on est donc parti d'ici. Donc le fil, je vais vous le montrer avec. Donc il est là. Il est passé dans ce cran. Ensuite, il passe dans celui-ci, tac. Il remonte. Il passe ici dans le crochet. Il redescend. Et là. Donc ici, hop. On passe ici, dans l'aiguille. Et là, on a fait notre enfilage supérieur. Je mettrai bien sûr la vidéo en replay pour que vous puissiez revisionner plusieurs fois. Et vous allez voir que pour l'enfilage inférieur, ça va être beaucoup plus simple. Donc normalement, vous avez cette espèce de petite grille là en plastique que vous pouvez soulever. Donc généralement, c'est une petite tirette ici. Et là, on a notre canette, donc on a enfilé au début. Donc là, moi j'ai un petit... Hop. Je vais enlever là parce qu'il m'a fait un truc bizarre ici. Bref. Donc la canette, vous la prenez comme ça. Donc la canette est dans votre main gauche. Et ici, dans votre main droite, vous avez le fil. Il faut que ce soit dans ce sens. Hop. On insère la canette à l'emplacement. Et là, si vous voyez, ici aussi, vous avez des flèches. Donc une flèche, une deuxième et une troisième. Donc on va tout simplement suivre le sens des flèches. Tac. Voilà. Et mon fil ressort ici. Hop. Je vais fermer ensuite ma tirette. Et là, votre machine, elle est enfilée, elle est prête à fonctionner. Donc, on peut faire un test. Ici, vous allez voir, j'essaye avec un tissu. Donc, comment on fait ensuite pour coudre? J'essaye de tout décomposer en même temps. Je vais enlever le téléphone parce que sinon, vous n'allez pas voir. Ici, alors enfin, sur ma machine, c'est ici. Vous, peut-être pas. C'est ce qui sert à baisser ce qu'on appelle le pied de biche. Donc, le pied de biche, c'est voilà, c'est ce qui va vous servir ici pour coudre droit. Donc, vous devez le baisser. De toute façon, généralement, si vous appuyez là, voilà, il vous indique que, ah ben non, le pied de biche est relevé. Donc, il faut le baisser. Et ensuite, vous avez, donc ici, hein, bien sûr, votre pédale. Je vais l'accrocher un peu. Je vais baisser la vitesse. Et vous voyez qu'ici, je peux coudre en fait. Donc je vais vous montrer. Hein. Je vais raccrocher le téléphone. Tac. Là, vous avez généralement un petit bitonio pour couper le fil en fait. Vous le passez dedans et ça coupe le fil. Et donc, ici, vous voyez que j'ai bien enfilé ma machine. Donc ça, c'est l'enfilage inférieur et supérieur. Donc ça, c'est vraiment l'enfilage de votre machine. Vraiment, prenez le temps. Et surtout, peut-être, si vous regardez le tutoriel en même temps, prenez votre manuel de votre machine à coudre et suivez en même temps. Ça permettra notamment, si l'enfilage est un petit peu différent, de savoir où vous allez, mais en adaptant à votre machine. Alors, j'ai quelques questions. Est-ce que le live sera en replay? Oui, normalement, j'ai vidé toute la mémoire de mon téléphone pour enregistrer ces lives et les mettre en replay, soit sur Insta, soit sur YouTube. Ça dépendra de la longueur du live et de ce qui est autorisé.
Est-ce qu'il y a une alternative à l'avant-arrière pour démarrer ou finir une couture? Oui. Enfin, une alternative non, c'est-à-dire qu'il faut le faire pour le début et la fin. Alors ça, je vais peut-être vous le montrer quand on va assembler un morceau. C'est ce qu'on va faire là avec des coutures simples. Je finis juste les 3-4 questions qu'il y a eu. Quand est-ce qu'il est utile de jouer sur la pression du fil? Alors la pression du fil, pas souvent. On a plutôt la longueur du fil qu'on va ajuster par exemple quand on va faire des fronces. C'est-à-dire que la longueur d'un point classique, celui que vous aurez sur votre machine en général, c'est 2,5 mm. Et si vous voulez faire des fronces, il va falloir agrandir cette longueur de fil à 3,5, 4 mm. En général, c'est le maximum que votre machine peut faire. Et pour la tension de fil, ça va éventuellement être utilisé sur des coutures, par exemple si on essaie en point zigzag, par exemple je pense aux culottes, si vous faites une culotte, vous savez sur le bord de votre culotte vous avez des points zigzag, donc si vous voulez un effet un peu froncé, où le fil fait une sorte d'élastique, là ça peut être utile. Mais généralement dans les patrons classiques, moi je l'utilise très très rarement, je crois que je l'ai utilisé une fois dans mon histoire couture, la tension de fil. Peut-on expliquer la pression et la longueur? Oui, alors, c'est pas la pression, c'est la tension de fil. Donc c'est à quel point... Enfin, on va visualiser. Donc là, je vais prendre un fil. C'est à quel point votre fil va être détendu ou tendu au niveau de la couture. Et la longueur de fil, enfin, la longueur de point, pour être plus précise, voilà, si vous mesurez, là, mon point, il fait 2,5 mm. Et si j'agrandis cette longueur de point, ben, mon point, il fera 3,5 mm. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, sur une... En fait, c'est vraiment la longueur, mais littéralement, quoi. Hop, sur la tension de fil, pardon, pas la pression, la longueur. Bonjour, pression ou tension de fil. Moi, je dis tension de fil. Sur ma machine, j'ai un point nommé surjet en zigzag. Il peut remplacer le rôle de la surjeteuse. Je vais en parler plus tard. Oui, c'est tout à fait possible. Hop. Alors, j'ai un petit souci de connexion sur mon iPad. Du coup, je ne vois plus trop les questions. Hop, super. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse les coutures simples qui vont me permettre d'aborder pas mal de choses, notamment comment on coud de A à Z, c'est-à-dire comment on assemble deux morceaux ensemble pour faire des coutures simples, comment on commence une couture, comment on la termine, comment on met son point droit sur sa machine. Normalement, c'est celui qui est de base, mais on ne sait jamais. Du coup, je vais repasser là en vue de dessus. Donc là, j'ai préparé, comme vous, des petits morceaux de tissu. Donc ça, j'ai pris un imprimé, comme ça vous voyez bien. Donc là, on a l'endroit de notre tissu et ici, l'envers. Ça se voit plutôt bien sur les tissus imprimés, c'est ça qui est intéressant. Donc là, pour des coutures simples, généralement, sauf indication contraire sur le patron, on positionne les bouts de tissu endroit contre endroit. Donc on a ici l'endroit du tissu, avec ici l'endroit du tissu. Et donc, on pose bien bord à bord. Tac. Et on va avoir besoin ici d'épingles. Je vais me replacer comme ça. Hop, c'est plus facile à gérer. Et donc, les épingles vont servir à maintenir les deux morceaux de tissu ensemble. Une épingle, ça se fait comme ça, c'est-à-dire que là, vous avez un bout qui est comme pour bloquer en fait l'aiguille. Vous pouvez avoir ce type d'épingle aussi, voilà. Donc, ce que je fais en général, je vais vous montrer avec les deux. C'est ici, donc on pique, tac, et on fait ressortir l'épingle. Moi, j'épingle comme ça, c'est-à-dire que là, j'ai mon bout, je vous le montre ici, hein, le bout qui va bloquer en fait l'épingle côté tissu, et le pic de l'épingle de l'autre côté. Et j'épingle dans ce sens. J'épingle pas comme ça. C'est une raison tout à fait pratique en fait. C'est quand vous allez passer sous la machine à coudre comme ça. Déjà, si vous arrêtez pas votre machine assez tôt et que votre aiguille de machine à coudre tombe sur l'aiguille, ça va la casser. Donc bof. Et je trouve que du coup,
quand on passe sous la machine à coudre, c'est plus facile d'enlever les épingles comme ça que de les enlever quand elles sont comme ça. Voilà. Et je crois que c'est la manière en tout cas qui est la plus privilégiée. La tête de l'épingle, c'est ça, merci. Je devrais avoir quelqu'un qui m'assiste pour trouver les mots. Donc voilà. Ici, je continue à épingler. Je vais épingler tout le long de mon rectangle. Donc je pique une fois avec mon épingle comme ça, tac. Là, j'épingle toutes les 5 cm environ. Vous pouvez faire moins, ça dépend. Là, j'essaie juste de vous montrer vraiment le... C'est plus ou moins. C'est-à-dire que sur quelque chose comme ça, vous pouvez épingler tous les 5-6 cm. Sur, par exemple, un vêtement avec des fronces, moi, j'ai tendance à épingler très rapproché pour pouvoir bien maintenir les fronces de manière égale. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre cours. Alors, je vois 2 questions. Comment savoir à combien de centimètres du bord on coud? Généralement, sur les patrons de couture, c'est indiqué. Et si ça ne l'est pas, non, c'est toujours indiqué. La base, c'est 1 cm, mais ça peut être différent quand on utilise des coutures anglaises qui sont, elles, de 1,5 cm. Mais je vais vous montrer, je ne veux pas vous compliquer. On va rester sur les coutures simples pour le moment. Donc, c'est quand on assemble 2 morceaux endroit contre endroit. C'est un peu la base dans le patron. Donc là, j'ai positionné mon tissu. Alors, sur ma machine, ici, j'ai une règle. En fait, c'est pour ça que je place sans mesurer, par exemple, avec 1 mètre. Mais si vous voulez, vous pouvez ici mesurer avec 1 mètre pour être sûr de... 1 mètre ruban, bien sûr, hein, pour être sûr de piquer à 1 cm du bord. Donc, ce qu'on va faire... Hop, je vais essayer de vous montrer ici. Il va falloir penser qu'une couture, on la commence par des points d'arrêt. Donc des points qui vont aller en arrière et pas en avant. Du coup, il faut prévoir un peu de marge pour ces points d'arrêt au niveau du tissu. Donc ce que je fais en général, c'est que mon aiguille, elle va venir se planter la première fois ici, donc à 1 cm du bord ici, et à 1 cm du bord là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, je positionne mon tissu. Et là, je pense que j'ai pas emmené ma petite... J'avais une astuce qui est super pour les couturières qui débutent. C'est de coller ici un ruban de masking tape. Je ne l'ai pas sur moi, mais faut imaginer que ce masking tape, il va venir se coller ici. Tac. Par exemple, donc vous mesurez bien que c'est à 1 cm. Voilà. Et du coup, votre tissu ici va suivre le bord du tissu et vous allez coudre droit comme ça. C'est super pratique. Et c'est justement ce qu'on a dit en commentaire. Comment savoir à combien de centimètres du bord on coud? Donc ça, c'est indiqué dans le patron. Et la référence par rapport au pied de biche, soit vous collez un scotch à 1 cm. Alors, on colle un scotch à 1 cm de l'aiguille. Alors, pour savoir où va tomber l'aiguille, vous avez généralement à ce niveau de votre machine, comme une roulette. Donc, et cette roulette, en fait, elle va, si vous voyez bien, elle va faire descendre l'aiguille manuellement. Donc là, vous pouvez par exemple vérifier et si vous mettez le mètre, ah bah oui, c'est bon, c'est bien à 1 cm du bord. Donc là, vous êtes sûr que vous pouvez passer. Alors sur les tailles d'aiguille, c'est un peu compliqué, j'ai une question sur les tailles d'aiguille, ça dépend des tissus en fait. Mais la taille universelle, c'est 70 ou 80, généralement. Pour l'aiguille à machine à coudre, hein, je veux dire. Et là, alors pour commencer une couture, comme je vous disais, on va aller en arrière. Donc sur ma machine, moi là j'ai marche arrière, marche avant, donc c'est un bouton. Donc là je sais que c'est en marche arrière, et là je sais que c'est en marche avant. Donc là je passe en marche arrière, et je vais appuyer sur ma pédale 3 fois environ. Hop, jusqu'à arriver au bout de mon tissu. Et ensuite, là je réappuie ici pour passer en marche avant. Et là, je vais replacer, comme ça vous allez bien voir l'intérêt d'avoir quelque chose qui se situe à 1 cm. Vous voyez, moi j'ai des gradations en fait à ce niveau-là de ma machine et à ce niveau-là. Donc je peux aller, voilà. Et
très important quand vous allez coudre. Donc on va aller doucement, hein. J'ai mis ma machine en première. Ce que je vous conseille, c'est d'enlever les épingles petit à petit. Pourquoi ? Parce que ça évitera en fait que votre aiguille de machine à coudre ne se casse sur ces épingles ou que ça abîme les épingles. Vous pouvez faire un aller-retour si vous n'avez pas de machine arrière, ouais. Sur ma browser, c'était une épingle, une aiguille, pardon, l'aiguille qu'on plantait. Ensuite, il y avait un autre bouton pour aller en arrière justement, 2-3 fois, donc c'était un bouton. Et c'est le même fonctionnement qu'une machine à coudre. Là, je vais jusqu'au bout. Et là, donc, je suis au bout de mon tissu. Je vais repasser en machine arrière pour faire 1, 2, 3 points. Ensuite, je vais soulever mon pied de biche. Et je vais passer ici, donc, hop, sur le côté pour couper mon fil. Alors, il y a une question sur la vitesse. Donc, pour aller plus ou moins doucement, vous avez normalement sur votre machine alors, ça peut être une roulette, ça peut être un truc comme moi, là, un truc à glisser. Donc ça, c'est très lentement. Là, vitesse moyenne. Et la vitesse très rapide. Et ensuite, vous pouvez moduler avec la pédale. Appuyer plus ou moins rapidement, enfin plus ou moins à fond sur la pédale. Plus vous appuyez sur la pédale, plus ça va vite. Ou alors, on peut choisir la machine mécaniquement, la vitesse mécaniquement. C'est vrai, ça dépend un peu des... Ça dépend des... Comment dire ? Ça dépend des machines. Je vous montre le résultat ici. Donc là, vous avez ici, vous voyez, hein, la couture arrière. En fait, c'est pour bien bloquer la couture et éviter que ça ne s'effiloche à ce niveau-là. Et vous avez ensuite ma couture, donc. Donc ça, c'est une couture simple. Et quand on... Alors là, j'ai pas fait les raccords, hein. Pardonnez-moi. Et du coup, là, vous avez vos deux pièces qui sont assemblées, donc endroit contre endroit. Et ce que je peux pas montrer parce que mon fer est pas chaud. Ensuite, souvent dans les patrons de couture, on vous dit d'ouvrir les marges au fer ou de les écraser, ça dépend le terme. En fait, c'est ça. Donc vous le faites au fer, vous imaginez que ma main, c'est un fer à repasser. Et ça va plaquer vos épaisseurs. Ce qui fait que quand vous allez assembler, par exemple, 2 épaisseurs comme ça, alors voilà, on n'a qu'à faire ça, les rentrées, en fait, et l'épaisseur des rentrées va être répartie sur toute la couture. Parce que si vous avez vos rentrées qui sont comme ça, tous d'un côté, et là, rien, là, c'est super épais, et là, il n'y a rien, c'est super léger. Donc, vraiment, ça, c'est pour des finitions tip-top. Écraser les coutures, c'est vachement bien. Voilà. Ça, vous le faites au fer, vous repassez, vous passez un coup de fer. Tout simplement. Je me replace comme ça, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Certaines machines, alors, hop, ok. Pourquoi parfois les fils font des nœuds en dessous ? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse, j'ai souvent la question. Ça m'est arrivé aussi. Des fois, c'est un problème d'enfilage. En tout cas, des fois, ça m'est arrivé, du coup, j'ai tout réenfilé et ça ne se reproduisait pas. Ça, c'est surtout le cas quand ça se reproduit en série et que votre machine bug. Enfin, sur la PAF, il y a un bug assez courant, c'est justement quand ça fait des nœuds à l'intérieur de la machine et du coup, ça lui demande trop de force en fait pour coudre. Du coup, ça, c'est généralement un souci d'enfilage. La tension de fil, je ne sais pas. Pour les raccords, c'est un autre sujet, on va pas l'aborder maintenant, mais l'idée d'un raccord, c'est-à-dire que sur l'un des côtés de sur ce côté du tissu, quand vous allez l'assembler à l'autre, va y avoir par exemple le motif qui va être vraiment bien conservé. Ça va se voir sur
sur des vestes. Je vais voir si je les ai fait. Parce que c'est pas toujours évident. Surtout sur les petits... Alors voilà. Là, j'ai fait un raccord inversé. Mais si vous voulez... Alors, ça va pas se voir en plus, là, ça se barre en diagonale. Donc, vous allez rien voir du tout. C'est quand Alors là, j'ai inversé, en fait, mes coutures. Voilà, c'est comme ça. C'est quand, par exemple, vos lignes sur des rayures vont aller toutes droites, en fait, qu'il n'y aura pas de différence, même si ce sont deux pièces différentes assemblées. Mais ça demande une petite technique que du coup on va pas aborder maintenant parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Pour les nœuds en dessous, il faut bien lever l'aiguille. Poseur, ok. Voilà, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les coutures anglaises. Ah non, on va faire autre chose d'abord. Je vais vous montrer justement, tout à l'heure on parlait du point zigzag qui pouvait être utilisé en surjet. Donc comme j'ai ici un rentré de couture voilà, qui est pas surjeté, je vais vous montrer comment on peut faire. Et ça va me permettre de vous parler des points au niveau de la machine. Donc hop, on repart ici. Donc là, il y en a beaucoup. On va juste se concentrer sur ceci. C'est les points de base. Après, c'est des points de broderie, peu importe. Donc là, généralement, sur votre machine, vous avez plein de petits dessins comme ça. Et dans votre manuel, vous savez à quoi ça correspond. Alors, un surjet. Alors attendez, je cherche un surjet. Je suis pas sûre dans ma... Si. Je l'ai sur ma blouse Justine normalement. Hop, j'arrive. Hein. Un surjet, c'est ça. Alors moi, il est fait à la surjeteuse. En fait, c'est un fil qui va passer tout autour du rentré de couture. Comme ça, en fait, il va pas s'effilocher avec le temps. En fait, c'est indispensable sur un vêtement. Parce que celui-là, imaginez, vous voyez, il commence déjà à s'effiler, c'est normal, hein, c'est un tissu, c'est tissé, c'est comme ça. Et du coup, il va falloir le surjeter pour éviter ce phénomène-là. Voilà. Donc, sur une machine classique, vous avez ici le point droit, hein, c'est le point 1 en général. Et on utilise, par exemple, le point zigzag. Alors moi, c'est le numéro 4. Vérifiez bien sur votre machine. Je crois que sur la browser, c'était le 6 ou alors c'était le 4. Je sais que c'est souvent un point qui est en même position. Et donc le point zigzag, je vais vous montrer ce qu'il rend. Donc, hop, sur la machine. Donc je me replace ici. Là, je prends qu'un côté du surjet, hein, puisqu'on est bien dans l'hypothèse où on a bien écrasé ses coutures. Et oui, surjeter et surfiler, c'est pareil. Exact. Donc, un point zigzag. Ce qu'il faut penser pour le point zigzag, c'est que ça fait vraiment un zigzag, c'est-à-dire que ça va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, au début, ce que je faisais, c'était que je cousais vraiment de sorte que le point à droite finisse vraiment au bord du tissu. Mais en fait, je vais vous le montrer, hein, comme ça vous le verrez bien. Donc là, je pique ici. Hop. Ah oui, bah si j'ai pas changé le point, ça va pas le faire. Hop. Donc sur des tissus un peu, on va dire, type viscose, ça va faire une espèce de roulé-boulé comme ça. Donc c'est pas super esthétique. Pour éviter ça, vous pouvez en fait surfiler. Commencez en fait vraiment à vos 1 cm. Mince, là je me suis trompée. Voilà. Hein, c'est ça de faire. Donc hop, je vais remettre ma machine hop, au point de base. Donc là, mon aiguille va tomber à 1 cm ici, la première. Bon, sur ce tissu, c'est pas le plus réussi, ce serait plus facile sur un... Si, il faut faire un point en arrière. Il faut faire des points en arrière, là, je l'ai pas fait parce que je voulais juste vous montrer le surjet. Voilà, ce que donne un point zigzag. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ici, recouper, voilà, pour qu'esthétiquement,
Ça donne quelque chose d'un tout petit peu plus joli. Hop. Donc ça, c'est quand j'avais surjeté au bout. Au surfilé, hein, c'est la même chose. Et là, c'est quand je surfile à 1 cm du bord, là où l'aiguille... voilà. Quand elle plante à gauche, elle plante à 1 cm. Et ensuite... Il y a plusieurs réglages sur le point zigzag. Vous pouvez... Enfin, ma machine est assez pratique parce que du coup, vous allez voir en fait ce que ça donne. Donc ça, c'est si j'agrandis mon point zigzag. Donc vous voyez que le point zigzag va faire 7 mm. Donc si on passe... Ça, c'est des choses que vous pouvez régler, mais prenez une chute de tissu. Comme ça, vous faites des petits tests. Donc là, j'ai fait mes points arrière. Et là, hop, je repars en point devant. Et je termine par mes points arrière. Voilà. Et là, vous allez avoir ce résultat qui est pas mal aussi. C'est vraiment une question de goût après. Voilà. Vous pouvez un peu jouer avec ce point. Certaines machines, par exemple la mienne, elle a un point de surfilage standard. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle va proposer un surfilage. C'est pas aussi joli qu'une surjeteuse, hein. Mais ça fait le job. Donc, je fais mon point d'arrêt. Et ensuite, hop. Et je termine avec le point arrêt. Vous allez voir ici, hein, c'est pas non plus... Enfin, ça fait un point voilà, de surfilage standard type FAF. Là, vous avez les points zigzag qui servent à surfiler aussi. Voilà. Après, il faut expérimenter un peu. Je sais pas s'il y a eu d'autres questions, je repasse. Ça équivaut à surjeter, oui. Hop. Oui, mais le surfilage fait sur les marges de couture. Oui, bien sûr, on surfile sur la marge de couture, hein. C'est-à-dire que ça ne rétrécira pas le tissu. Voilà. Ok. Du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer aux coutures anglaises. Justement, les coutures anglaises, c'est pas mal parce que c'est une couture... Je pense que je l'ai fait sur cette version de Justine. C'est une couture qui ne nécessite pas de surjeteuse et qui ne nécessite pas non plus de surjet. Et ça ressemble à ça. Donc si vous voulez... C'est super propre à l'intérieur. Moi, j'adore finir les coutures par exemple, des côtés d'une blouse à la couture anglaise. Alors, les coutures anglaises, c'est un montage différent. Tout à l'heure, quand on a fait des coutures simples, on a épinglé nos morceaux endroit contre endroit. Là, pour la couture anglaise, c'est une couture qui va se faire en 2 temps. Du coup, on va mettre d'abord... Donc on va les faire envers contre envers. Donc la première étape, c'est pas très naturel, mais faites-vous confiance, faites-moi confiance, tout va bien se passer. Donc ici, je vais épingler mes 2 pièces envers contre envers. Donc j'ai l'endroit face à moi. Tac. Et je vais piquer. Alors pour les coutures anglaises, généralement, la première piqûre est à 1 cm du bord et la seconde à 5 mm du bord. Mais ça, c'est indiqué dans vos livrets d'instructions des patrons que vous allez utiliser. Donc je repasse sur ma machine. Donc j'ai remis le point droit, hein, le point numéro 1. Et là aussi, je vais positionner comme tout à l'heure mon tissu. Donc à 1 cm de ce bord-là et à 1 cm de ce bord-là. Et je vais faire ma couture. Donc mes points d'arrêt, marche arrière, tac. Je repars en avant. Et une fois que je suis arrivée au bout du tissu, je repars en arrière pour faire mes points d'arrière. Mes points d'arrêt, pardon. Tac. Ce que vous pouvez faire ici, hein, c'est couper les fils à chaque fois. C'est plus simple de couper les fils petit à petit que de les couper à la fin. On en oublie toujours, c'est obligé.
Et alors pour les coutures anglaises, le principe va être qu'on va repositionner ensuite, je vous montre le principe, hein. Donc là, qu'on va repositionner ensuite nos pièces comme ça, pour piquer comme ça, et du coup là, hop, les pièces se retrouveront bien endroit contre endroit. Avant de faire ça, alors pour les marges de couture, c'est 1,5, parce qu'on va faire une première couture à 1 cm, et la deuxième, elle sera à 5 mm. Et donc pour pouvoir coudre à 5 mm, sachant qu'on a ici un rentré de 1 cm, on va faire ce qu'on appelle diminuer les coutures anglaises. Donc on prend des petits ciseaux. Là, je crois que je peux prendre des grands parce que le tissu n'est pas trop fluide. Et je vais couper, donc diminuer mon rentré de couture à... Moi, je le coupe à 3 mm du bord. On peut le couper à 5 mm, mais je trouve que c'est plus compliqué après. Voilà. Et donc, on coupe tout le long. Si vous avez un tissu qui vraiment s'effiloche beaucoup, coupez vraiment à 5 mm. Si votre tissu il est comme le mien, franchement plutôt facile à manier, vous pouvez couper, voilà, je pense que si on prend ici, voilà, j'ai coupé à 3 mm du bord. Et là, c'est le moment où je n'ai pas mis mon fer à repasser, mais ce que je vous conseille pour avoir un rendu vraiment nickel au niveau des coutures anglaises, c'est de repasser ici votre marge de couture. Alors moi je vais le faire au doigt, hein, comme ça, tac. Ça suffit sur, voilà, sur une chute de tissu comme ça. Donc vous repassez. Ça va bien aplatir la couture. Tac. Et surtout, ça va faciliter le moment où vous retournez, vous replacez vos pièces endroit contre endroit. Donc là, vous avez votre couture. Et on va ici positionner les pièces endroit contre endroit. C'est important que votre couture ici en soit vraiment au saillant. Comme ça répartit bien les rentrées de couture de part et d'autre. Donc moi, je le fais à l'ongle. Faites-le au fer à repasser, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus précis. Voilà. Et là, vous allez réépingler vos deux pièces. Vous avez formé une sorte de boudin. On va dire ça comme ça. Tac. Je vais approcher le tissu pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, j'ai ma couture. Et donc, j'ai épinglé mes deux pièces endroit contre endroit. Et alors là, on ne voit pas sur ce tissu. Mais vous le voyez se discerner. Ici, j'ai mon rentré de couture. Donc, l'idée, ça va être de piquer à l'extrémité du rentré de couture pour qu'il ne ressorte pas, en fait, ensuite. Parce que le risque, si vous piquez sur le rentré de couture, c'est qu'il ressorte, comme ça, par exemple. Donc, il va falloir piquer à 5 mm du bord. Donc ici, je repasse. Donc, on est toujours au point droit. Et donc là, il faut bien faire attention, hein. Donc là, c'est 1 cm, là, c'est 5 mm. Donc, vous alignez votre tissu à 5 mm. On fait son point d'arrêt. On enlève les aiguilles, hein. Et j'ai fait mon point d'arrêt aussi à la fin. Donc là, si je vous montre, hop, vous voyez, mon tissu, il est assemblé. Et j'ai pas les rentrées de couture, hein, qui ressortent. Si jamais vous avez un rentré de couture qui ressort, c'est pas un drame, mais vous reprenez votre couture et vous la décalez ici vers l'intérieur, hein, de 1 ou 2 mm. Voilà. Je préfère peut-être répondre à vos questions déjà là-dessus. Et puis on reprévoira un autre cours débutant. Voilà. Donc si vous avez des questions sur la couture simple, la couture anglaise, n'hésitez pas. Et est-ce qu'il suffit de rajouter 5 mm au patron ? Faut lire les instructions de chaque patron parce que maintenant on a de plus en plus de patrons qui prévoient les marges de couture incluses et de plus en plus de patrons qui utilisent les coutures anglaises. Je sais que moi je le prévois dans les miens.
Du coup, il faut vraiment lire. Et s'il y a marqué que c'est des coutures simples partout de 1 cm, aux endroits où vous voulez réaliser des coutures anglaises, vous rajoutez 5 mm exactement. La couture anglaise ne fait pas trop de surépaisseur. Alors, la petite astuce, c'est quand vous avez 2 coutures anglaises qui vont venir, je vais vous montrer ici, l'une contre l'autre. Donc là, je plie mon tissu en 2 pour que vous visualisiez. Ce que je conseille de faire, moi, c'est de mettre d'un côté le rentré, donc à gauche, et de l'autre côté le rentré à droite. Comme ça, vous voyez, vous avez un rentré de ce côté, un rentré de ce côté, et là, on a diminué les épaisseurs. Voilà, faut gérer les épaisseurs. Moi, je trouve que ça ne fait pas trop de surépaisseur. Après, sur un tissu type manteau, bon, déjà, c'est rarement utilisé puisque comme il y a une doublure, on peut avoir des coutures simples et pas des finitions au top puisqu'il y aura la doublure en fait qui va tout cacher. Sur les tissus sweat, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à surjeter effectivement. Sinon, ça peut être un peu compliqué pour certaines machines de passer l'épaisseur effectivement. Je veux bien te prévoir le biais. Comment l'intégrer au patron? Bon, ça j'ai répondu. Pas de surfilage sur les ourlets et coutures anglaises. Ouais, exact. Sur les ourlets, moi je surfile pas. Sauf si, par exemple, je pars, disons, pour un pantalon, donc ça fait une sorte de chose comme ça. Plutôt que de recommencer mon surjet, si j'ai fait un côté du pantalon, je surjette quand même l'ourlet pour remonter. Voilà. Comment faire une belle couture droite en tournant? Alors ça, mon astuce, je vais vous montrer. Alors le test de couture anglaise, je l'ai déjà fait, donc je vous invite à re-regarder du coup le replay. Voilà. Pour les tissus épais, donc ça j'ai dit. Peut-on revoir la couture anglaise terminée? Ça ressemble à ça. Hop. Vous voyez, vous avez vraiment ici un petit boudin qui sont en fait vos rentrées de couture qui ont été emprisonnées dans du tissu. Voilà. Les coutures anglaises peuvent se faire sur toutes les coutures, les manches, les côtés, effectivement. Peut-on faire une couture anglaise sur une emmanchure? Oui. Est-ce qu'il est possible de garder 1 cm de marge de couture et coudre à 5 mm dès le début? C'est possible. C'est possible, mais il faut faire attention à ce que ce soit bien indiqué dans le patron, vérifier que c'est bien 1 cm la marge, mais oui, c'est possible. C'est plus facile sur des tissus qui s'assemblent bien. Sur des tissus un peu fuyants comme la mousseline, c'est bien d'assembler à 1 cm du port, c'est plus simple. Qu'on fasse la couture simple ou anglaise, le patron sera le même. Oui, ce sera le même si vous respectez bien les marges de couture, c'est-à-dire que vous avez bien 1 cm pour un patron avec couture simple et 1,5 cm pour patron avec couture anglaise. Alors j'ai des questions sur le droit fil, j'aurais pas le temps de dire, enfin le droit fil si vous voulez, j'aurais pas le temps d'y répondre là en si peu de temps, mais je vais vous poster une vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet juste après ce live. Les repères de montage, lors d'un prochain live, le report des repères de montage sur le... Alors je l'ai pas prévu, mais je me le note. Je vais vous montrer ici comment coudre en arrondi. Vous voyez, j'ai fait une petite courbe avec des points. Et je vais vous montrer la petite astuce que j'ai en tout cas, moi. Hop. Hop. Donc là, je suis au point droit tout le temps. Je fais 3 points d'arrêt. Et je vais me passer en marche lente. Et si vous voulez, je fais un peu pivoter le tissu. Vous voyez, à chaque fois que l'aiguille se relève et que du coup ça relâche la tension du fil, je fais pivoter un peu mon tissu comme ça. Si vous avez un angle qui est un peu trop compliqué, ce qu'on fait, c'est que, hop, on descend l'aiguille, on relève le pied de biche, l'aiguille est toujours plantée, on fait tourner son tissu, on rabaisse le pied de biche et on peut continuer. Ça, c'est une technique que je détaille par exemple dans la vidéo des festons sur Appeline Patterns. Parce que pour les festons, on utilise souvent cette petite chose
qui est utile aussi si vous cousez des angles. Voilà. Et ensuite, vous faites glisser votre tissu assez gentiment. Voilà. Et là, vous avez une couture en courbe. Et pour répondre très rapidement sur le droit fil, en fait, le droit fil, c'est ce qui va être garant de la tenue correcte du vêtement. Donc, quand vous prenez un tissu, vous avez généralement un côté qui est plus élastique que l'autre. Hop, je vais réussir à prendre mon tissu. Donc là, vous avez un côté très stretch. Donc ça, c'est pas le droit fil. Le droit fil, c'est le côté le moins stretch, justement. Mais vraiment, regardez la vidéo, ce sera plus précis. Pour le point d'arrêt, vous faites uniquement marche arrière puis avant. Je fais avant puis arrière puis avant et c'est toujours la galère. Moi, j'ai appris, en tout cas... Alors, sur la PFAF, c'est un peu assisté en fait. Du coup, sur ma machine, il y a juste à faire le point d'arrêt. Mais même sur ma browser, je plantais l'aiguille et ensuite j'allais en arrière. Je faisais pas point avant, point arrière, point avant, point arrière. Après, je connais pas toutes les machines, du coup, je ne sais pas trop. Faut peut-être regarder au niveau du type de machine. Hop. En tout cas, je suis contente que ça vous plaise. Ça va bien sûr être... c'est toujours un peu le stress là, surtout que là, il n'y a plus du tout de lumière à cette heure-ci. C'est pas du tout pareil qu'au printemps. Mais c'est cool. Comme je vous disais, le cours va être en replay. Donc vous pourrez le visionner. Je vous donnerai les informations dès que je saurai si je les mets sur YouTube ou sur IG. Il y a une question sur les patrons Apolline. On doit utiliser la surjeteuse obligatoirement. Ça dépend des patrons. Mais en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse comme je l'ai montré. On a des points de surjet sur une machine classique. Moi, j'ai passé 2 ans à ne pas avoir de surjeteuse. Et là, j'ai investi en avril dans une surjeteuse professionnelle qui est une Baby Lock. Donc c'est un sacré investissement, mais bon, comme c'est mon boulot, voilà. Mais du coup, c'est une surjeteuse qui est très facile à prendre en main parce qu'elle est très automatisée. Et j'avais une surjeteuse PFAF pendant un petit moment, mais j'ai pas eu la patience en tout cas de faire tous mes réglages et d'apprendre tous les réglages différents. Donc voilà, j'avais pas le temps matériellement pour m'interroger là-dessus. Je suis super contente. Ma machine me fait un peu moins peur du coup, ça c'est cool. Et voilà, si vous avez des questions, vous savez, de toute façon, je suis toujours dispo en commentaire, en message privé ou par mail à hello@apollinepatterns.com avec un -6 entre Apolline et Patterns. Y a-t-il des pieds spéciaux adaptés pour surjeter? Pas à ma connaissance, peut-être. Mais ça dépend là aussi de votre machine, est-ce qu'elle fait... parce que le pied, ça dépend aussi de la machine et des fonctionnalités de la machine. Je sais pas. J'ai jamais utilisé les miens encore. Vous verrez vendredi, même pour le zip sur la braguette. Je l'ai pas fait. Je le fais avec un pied classique. Un conseil de marque pour machine. Moi, je suis chez PFAF depuis le début. J'ai fait Brother FS40 qui est très bien. Voilà. Et merci pour la nouvelle collection. Et je vais raccrocher parce que du coup, je veux vraiment conserver la vidéo et ne pas risquer de perdre le contenu. Et si vous avez d'autres questions, je vois passer pour Gabin le velours. Oui, c'est bon. Si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Voilà, sur Instagram, j'y répondrai. Allez, à bientôt. Et le prochain live, c'est demain sur Inspiration et Patron à 18h. Salut, bonne soirée.